les chiffres que vous mettez dans ces calculs. C'est vrai, c'est en fait assez compliqué. Ce n'est pas parce que le rayon est si grand qu'il faut des instruments très précis pour effectuer ce type de mesure. Pas vraiment. J'ai une voiture. Quelle est l'erreur sur votre AutoCAD? Oui, c'est vrai, je peux dessiner la Terre. Vous savez, la bonne taille de la Terre dans AutoCAD. Et avec AutoCAD, vous pouvez mesurer. Oui, c'est vrai. Mais savez-vous comment, par exemple, si vous prenez une photo, vous savez ce que est, vous savez, disons que vous prenez un pied d'1 mètre, comme celui que nous avons devant, et que vous voulez prendre une photo de Calais, savez-vous quelle est l'altitude exacte? Êtes-vous debout sur quelque chose? Comme je l'ai dit, il s'agit d'introduire divers paramètres dans le calcul de la courbe terrestre. Je ne dis pas que vous faites le calcul, c'est vrai, c'est faux. Je dis que l'estimation de l'erreur est erronée. Il n'y a pas d'erreur, c'est donc le problème. Non scientifique, ce calcul. Alors c'est un certain. Nous savons comment calculer un cercle. Oui, c'est vrai. Non, je sais comment calculer, vous savez. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est vrai. Le problème, c'est que si l'on prend position et que l'on prend une photo, c'est vrai. Quelle est la hauteur réelle à laquelle vous prenez cette photo? C'est très important lorsque vous essayez de prendre des décisions. Et j'essaie de dire inclus dans le calcul. C'est vrai. J'ai dit 8 pouces par kilomètre carré. Oui, c'est vrai. C'est le calcul de base. Mais vous pouvez dire, vous pouvez aller en ligne. Et ce calculateur de courbe de terre, c'est vrai. L'une des conditions est la suivante. Quelle est la hauteur de vos yeux? Quelle est la hauteur de la cible? Oui, c'est vrai. Quelle est la distance de la cible? Oui, c'est vrai. Si vous branchez ce système, il vous indique ce qui devrait être masqué, même à hauteur de vos yeux. Oui, c'est vrai. Et vous savez, encore une fois, vous pouvez prendre cela en considération. Quelle est l'erreur sur la hauteur des yeux? Par exemple, quelle est votre flèche à plus ou moins 10 cm? Est-ce environ 2 mètres? Où vous situez-vous lors de ce genre de calcul? D'accord. Lorsque vous faites les calculs, vous allez au niveau de la mer, parce que j'ai dit la plupart du niveau de la mer. Il y a des marées. Oui, c'est vrai. La mer, là, pourquoi on l'appelle le niveau de la mer? Oui, c'est vrai. L'eau trouve son propre niveau. Donc si vous allez à la plage, oui, c'est vrai. Et vous mesurez le niveau de la mer, quelle que soit la marée. Oui, c'est vrai. Parce que l'eau sera à niveau, d'accord. Ce sera le cas. C'est vrai. Vous connaissez donc la hauteur au-dessus du niveau de la mer. C'est vrai. Vous pouvez donc le faire. Ainsi, je dirais qu'il y a au moins 2 ou 3 mètres d'erreur dans le niveau de la mer. C'est vrai. Supposons que vous ayez raison, 2 ou 3 mètres. Oui, c'est vrai. Mais vos yeux, quelle est la hauteur de vos yeux? C'est vrai, les yeux, c'est ça. Désolé, je n'ai pas compris ce que vous avez dit, votre grande taille, c'est vrai. C'est 1,5 m ou 180 cm ou quelque chose comme ça. C'est vrai, l'erreur est donc déjà plus importante que votre. Alors quoi? Non, n'est-ce pas vrai? Vous avez une prise. Vous introduisez la hauteur réelle de l'œil. Vous mesurez la hauteur de vos yeux au-dessus du niveau de la mer. Oui, c'est vrai. C'est l'une des choses à faire pour obtenir le bon calculateur, la bonne valeur. D'accord. Vous incluez la hauteur des yeux, d'accord. Il calcule la valeur de cette courbe. La hauteur de vos yeux se situe donc entre 0 et 3,5 mètres. Les vagues rendent difficile la mesure précise de l'emplacement sur la plage. Exactement. Par exemple, où se situe le niveau réel de la mer? Le niveau réel de la mer est celui où se trouve l'eau. L'eau trouve son propre niveau. Êtes-vous en train de dire que je ne peux pas le mesurer? Je dis juste que, vous savez, si vous y allez, où vous situez-vous sur la plage? Vous savez quoi? Tout ce que j'essaye de dire, c'est qu'il s'agit d'une zone. Vous mesurez à partir de n'importe quel endroit. Ce que j'essaye de dire, c'est que pour ce genre de mesure, d'accord, pour être précis, il faut estimer correctement l'erreur que l'on fait sur chaque chose que l'on veut mesurer. D'accord? C'est ce que vous essayez de mesurer et c'est ainsi que vous y parviendrez. Et si vous faites cela, je peux vous garantir que vous découvrirez que vous pouvez voir le Dover tout ce que vous voulez. Vraiment. Vous constaterez que ce n'est pas concluant pour l'essentiel. Non. C'est ce que vous dites. Oui, mais comme je l'ai dit, nous pouvons sortir. Vous pouvez sortir, à moins que vous ne vouliez faire preuve de science et truquer les chiffres, ajouter une constante, ce que les scientifiques voudront faire. Ajoute une constante. Ajoutons une constante d'erreur et... Oh non, non.
La constante de l'erreur est inhérente dans le sens du terme. C'est vrai, il n'y a pas de sens s'il n'y a pas de calcul d'erreur. C'est juste. Pardon. C'est ce que nous devons faire. Si nous avons un cercle, n'est-ce pas? Nous avons un point au-dessus du cercle. Vous savez, nous l'avons fait, nous l'avons fait. Non, je ne dis pas que le c'est. Il n'y a pas d'erreur. Je ne dis pas qu'AutoCAD se trompe lorsqu'il calcule le rayon du cercle. Je dis que vous, lorsque vous prenez votre mètre ruban, il se peut que vous vous trompiez un peu. Là encore, l'eau trouve son propre niveau. Ainsi, là où l'eau se trouve à mes pieds, c'est là où l'eau se trouvera. Tu sais, c'est pour ça que tu es comme... Vous pouvez tester cela avec un tube transparent que vous remplirez d'eau. Oui, c'est vrai. Vous marquez en quelque sorte l'endroit où il se trouve, vous savez, en un seul endroit. Prenez le métro à 800 mètres de là. Oui, c'est vrai. Ce sera exactement le même endroit. L'eau trouve toujours son propre niveau, c'est vrai. Donc, vous savez, si je mesure à partir de l'eau ici, ce sera la même chose où que ce soit. Oui, c'est vrai. Y a-t-il d'autres questions que vous aimeriez poser mutuellement? Peut-être faudrait-il tracer une ligne? Pour l'instant, je voudrais parler de... En disant que, vous savez, pourquoi la Terre est-elle plate et tout le reste du ciel rond? Oui, c'est vrai. Pierre a dit qu'en regardant dans le télescope, on voyait des objets sphericus. Oui, c'est vrai. C'est là que j'ai un problème, parce qu'il faut 2 yeux pour faire un rendu 3D. Oui, c'est vrai. Ainsi, si vous observez quelque chose au moyen d'un télescope, vous ne pouvez le voir qu'en 2D. C'est une tache de lumière. Elle n'est pas vraiment sphérique. Si vous voyez quelque chose de sphérique avec un seul œil, c'est vrai, vous êtes en train d'inventer cela, sérieusement. C'est vrai. Vous ne pouvez aller qu'en 3D. À quoi cela ressemblerait-il alors? À quoi cela ressemblerait-il? Il faudrait que nous ayons à l'extrême peut-être cette configuration bizarre où chaque objet plat que nous observons regarde droit vers nous. Je ne dis pas que les choses sont plates dans les étoiles et ce que nous appelons les planètes et autres sont plates. Je dis que ce sont des lumières. Oui, c'est vrai. Avez-vous déjà entendu parler de la sonoluminescence? Non. La sonoluminescence consiste à faire passer des ultrasons dans un liquide. Oui, c'est vrai. Vous l'obtenez à une fréquence précise. Ce qui s'est passé, ce sont des bulles. C'est ce qu'on appelle la cavitation. Des bulles apparaissent puis s'effondrent. Et lorsque ces bulles s'effondrent, il émet de la lumière. Vous lancez littéralement ce son dans l'eau et vous obtenez une lumière qui brille comme une étoile. On l'appelle une étoile dans un bocal. Oui, c'est vrai, il ne s'agit pas d'une lumière ronde ou d'une lumière plate. Non, c'est une lumière. Là-haut, il y a des lumières dans le ciel. Oui, c'est vrai. Cette étoile dans un bocal est produite lorsqu'une onde sonore traverse une petite bulle à l'intérieur d'un flacon de liquide. Et cette onde sonore permet à la bulle de faire quelque chose de remarquable. D'abord, il se dilate, puis il s'effondre. Le phénomène est si violent que les molécules de vapeur piégées à l'intérieur de la bulle s'entrechoquent et s'échauffent, tellement que la bulle émet une incroyable explosion de chaleur et de lumière, plusieurs milliers de fois par seconde, donnant l'apparence d'une étoile. Ce ne sont pas des cercles, ce ne sont que des lumières, mais même si vous répondiez catégoriquement par la négative, il s'agit de sphères. Si. Vous êtes sur un terrain de basket et il y a beaucoup de ballons de basket, vous savez. Le terrain est-il censé être une sphère simplement parce qu'il y a tous ces ballons de basket autour? Non, c'est un endroit spécial. Non, c'est différent, c'est vrai. Nous avons fait le terrain de basket et le terrain de tennis. Cela ne s'applique donc pas. Quelqu'un pourrait le faire. Quelque chose qui est médiatisé par, vous savez, qui tient ensemble grâce à la gravité est toujours faux. Désolé, gravité. Oh, c'est un autre sujet. D'accord, je veux dire, allez-y, parce que je n'en suis pas sûr. Parce que sûr, il faudrait peut-être expliquer cela. Mais sur une Terre plate, s'il y a une gravité,
on est attiré vers le centre de la masse. Et le centre de masse se trouve au centre du disque. Il est donc littéralement au centre du disque. Et lorsque vous vous déplacez, vous savez, sur le côté, si vous l'attirez vers le centre, cela signifie que la gravité commence à vous tirer, eh bien, d'une manière inclinée, essentiellement. Il faut donc grimper vers le haut. Il serait de plus en plus difficile d'accéder aux piscines, par exemple. D'accord. Mais c'est seulement vous savez, selon une théorie de la gravité. De quelle théorie parlez-vous? Parce qu'il me semble qu'il s'agit d'un newtonien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Eh bien, c'est bien. Newton s'est avéré absolument complètement faux. Einstein est arrivé et a créé un modèle différent. Elle ne repose pas sur des forces mystérieuses entre deux objets. Oui, il n'y a pas de force mystérieuse. Einstein dit qu'il s'agit d'une courbure de l'espace-temps. Oui, c'est vrai. Ces deux théories ont pour seul but de permettre à un objet de tomber au sol lorsqu'on le lâche. Oui, c'est vrai. Cette tendance permet à quelqu'un de se coller au fond d'une balle. C'est la seule raison pour laquelle ces théories existent. Dans une bouteille, je ne l'ai pas cassée. Eh bien, vous savez, la question que pose un enfant est la toute première question. Qu'en est-il des Australiens? Ne vont-ils pas tomber? Ces théories de la gravité ne sont là que pour permettre aux choses de tomber quand on les lâche. Pour permettre aux personnes de se tenir sur le fond d'un ballon. Nous ne voyons aucune preuve de l'existence de la gravité. La gravité est censée être une force faible, la plus faible de toutes les forces fondamentales, apparemment vaincue par le magnétisme. Désolé. Vaincue par le magnétisme. Eh bien, l'expérience standard ou la démonstration de la faiblesse de la gravité est que quelqu'un prend un aimant et soulève une charge de trombone et dit « Eh bien, cet aimant surmonte la force générée par la planète entière. » Donc, c'est stupide. C'est vraiment le cas. Voici une expérience. D'accord. Désolé, je n'ai pas bien compris comment cela crée de la gravité. Eh bien, laissez-moi faire. Permettez-moi. Laissez-moi vous montrer une expérience. Non, je veux dire que je pense que c'est très important, c'est vrai. Eh bien, c'est le cas ici. La faiblesse n'entraîne pas l'inexistence. D'accord. C'est vrai, le vide est donc beaucoup plus puissant que la gravité. Nous le savons parce que l'émission Mythbusters a utilisé un aspirateur standard pour soulever une voiture. Oui, c'est vrai. Tout comme l'aimant qui soulève les trombones. Oui, c'est vrai. Un aspirateur a littéralement soulevé une voiture. Vous savez, la puissance de ce vide n'est générée que par l'aspirateur, pas par le vide de l'espace. Oui, c'est vrai. J'ai pu soulever une voiture. C'est vrai. Il y a donc un vide à l'extérieur de cette Terre, apparemment, qui est... Mais désolé, si vous arrêtez de faire le vide dans cet aspirateur, ce qui, je pense, pourrait être, vous savez, une sorte de d'aimant qui a fait cela. Mais si c'est du vide, c'est du vide. Oui, peut-être, si c'est le cas. Si vous supprimez l'aspiration, la voiture ne part pas, vous savez? Oui, dès que j'ai éteint l'aspirateur, il s'est mis en marche. C'est vrai. Ce que j'essaye de dire, c'est que le vide généré par un aspirateur standard a pu soulever une voiture à la surface de la Terre, là où la gravité est la plus forte. Oui, c'est vrai, il est facile de soulever cette voiture. D'accord. Maintenant, nous avons un vide qui est de plusieurs ordres de grandeur plus puissant que le vide généré par cet aspirateur agissant sur l'atmosphère de cette boule, la Terre. D'accord, pourquoi toute l'atmosphère n'est-elle pas entraînée dans l'espace? En effet, chaque fois qu'un anticyclone se trouve à côté d'une dépression, il y a un mouvement de l'anticyclone vers la dépression. Toujours? Oui, c'est vrai. Nous avons donc un système pressurisé, la Terre, juste à côté d'un système non pressurisé, l'espace, et il n'y a pas de mouvement de l'un à l'autre. C'est vrai. Il n'y a apparemment pas d'obstacle. Oui, c'est vrai. Il devrait donc y avoir un mouvement. Et la seule chose qui est censée arrêter ce mouvement est cette faible force appelée gravité, dont je viens de montrer qu'elle est surmontée par une petite dépression générée par un aspirateur. Je veux dire,
Vous pouvez essayer vous-même. Essayons sur cette table. Nous allons essayer sur cette table. Prenons un aspirateur et essayons de le soulever. Eh bien, si vous voyez le bus du mythe, Le système, je veux dire, c'est quelque chose que nous pouvons faire. C'est vrai? Cette table est-elle plus lourde qu'une voiture? Oui ou non? plus lourd qu'une voiture. Cette table n'est pas plus lourde qu'une voiture. C'est incorrect. Il faut donc un aspirateur plus faible pour le soulever. C'est vrai. Oui, c'est vrai, d'accord. Prenons donc n'importe quel aspirateur et essayons de l'utiliser. Non, Pensez-vous que ce... nous pourrions faire de même avec un piston, si nous obtenons une étanchéité suffisante. Oui, c'est vrai. Mettez-le là et nous soulèverons une table. C'est un vide. Nous créons un vide avec un piston. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et ça colle. Cela n'a pas d'importance. L'aspirateur de l'aspirateur, c'est vrai. L'endroit où se trouve la source du vide n'a pas d'importance. Oui, c'est vrai. C'est juste un vide, un manque d'atmosphère. Vous pouvez en créer un avec une ventouse. Et ce vide infime comparé au vide de l'espace, soulèvera cette table et même une voiture si l'étanchéité est suffisante. C'est ce que je dis. Si vous avez un vide minuscule qui peut surmonter la gravité ici, sur une surface où la gravité est supposée être la plus forte. Oui, c'est vrai. Pourquoi n'aspire-t-il pas tout l'air dans le vide? Oui, c'est vrai. Donc nous devrions ne pas pouvoir respirer en ce moment. Parce que, d'une certaine manière, c'est le cas. C'est vrai. Parce que la Terre s'amincit au fur et à mesure que l'on s'éloigne. Montez plus haut. Oui. Donc, oui, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mouvement de la Terre vers l'espace, mais comme la Terre a. Vous savez, ce n'est pas comme si vous obteniez un complètement. Une fois, vous savez, c'est comme une fois où ça devient juste. La Terre devient de plus en plus mince jusqu'à devenir vide. D'accord, allons-y. C'est ce que nous allons faire. Imaginons que cette table soit la Terre et que nous ayons ici l'atmosphère. Et pour l'instant, il n'y a pas de vide attaché à cela. Disons que ce n'est pas la finesse, mais le vide. Ici aussi, l'ambiance est au beau fixe. D'accord, maintenant nous appliquons le vide. C'est vrai. Les molécules situées au sommet commencent à partir dans l'espace parce qu'elles se trouvent juste à côté du vide. Oui, c'est vrai, ils s'en vont donc. Et maintenant, vous avez un niveau inférieur parce que ce terrain a été enlevé. Oui, c'est vrai, maintenant, vous êtes ici. Ok, maintenant c'est à côté de l'aspirateur qui est enlevé, et ceci à côté de l'aspirateur qui est enlevé. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Car comme je l'ai dit, vous savez, même ici, un petit vide permet de vaincre la gravité. Oui, c'est vrai. Non, je veux dire, je ne sais pas ce qu'il en est. Donc, si vous voulez, je ne sais pas. Quelle en est la raison? Tout ce que je dis, c'est que je ne comprends pas le modèle parce qu'il n'a pas de sens. On ne peut pas avoir un système pressurisé à côté d'un vide et espérer conserver le système pressurisé sans avoir une barrière sur le chemin. Oui, je ne sais pas, je n'ai pas pensé à ces questions. Y a-t-il d'autres questions que vous souhaiteriez nous poser? Oui, c'est vrai. Comment? Qu'en est-il? La gravité est donc faible. Et ensuite? Désolé. La gravité est faible. Et puis nous, ce que nous ne faisons pas l'expérience de la gravité. C'est ce que vous voulez dire. Je veux dire que j'essaye de voir quelle est la conclusion réelle. D'accord. Je dis que nous n'avons pas de gravité. Nous avons la densité et la flottabilité. Une expérience avant l'expérience que je vous donne ici est d'imaginer que vous avez une bouteille de gaz. Oui, c'est vrai. Une bouteille de gaz vide que l'on pèse et que l'on remet à zéro. La bouteille de gaz indique donc 0 sur la balance. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il suffit donc de le mettre à 0. Vous ignorez donc le poids de la bouteille de gaz et vous la remplissez d'une livre d'hélium. D'accord? Il serait donc rempli d'hélium liquide et vous pourriez le mesurer. Il s'agit donc d'une livre. Oui, c'est vrai. Évacuez cet hélium, cette livre d'hélium dans un ballon. Tenez le ballon et tenez un poids d'une livre. Si vous les laissez tomber, que va-t-il se passer? Oui, ça va voler. Le ballon va monter, le poids va diminuer. Ils pèsent tous les deux 1 kilo. Ils ont tous les deux, vous savez, cette supposée force de gravité, vous savez, exerçant exactement la même chose, juste que l'un est moins dense.
Oui, c'est vrai. L'un est moins dense, l'espace. Il pèse encore 1 kilo. L'un monte, l'autre descend. Oui, c'est vrai. Il s'agit de la densité et de la flottabilité. Tout ce qui est plus dense que l'air descend. Tout ce qui est moins dense que l'air monte. Vous savez, j'ai des vidéos de quelqu'un qui prend un Android. Qu'est-ce que c'est que ce dicton? Cela revient-il à dire que la gravité n'existe pas? Que dit-elle? Oui, c'est vrai, les ballons s'envolent. Non, non. Je dis qu'un poids d'une livre se trouve être l'hélium. Oui, c'est vrai. Peu importe ce que c'est. Oui, c'est vrai. C'est juste que l'hélium est moins dense que l'air. Oui, c'est vrai. Mais il pèse tout de même 1 kilo. Il pèse encore 1 kilo? Ce n'est pas le cas. Je cherche à comprendre la conclusion de tout cela car vous essayez de m'expliquer qu'est-ce que la gravité, ou vous essayez de me dire par exemple ce qu'est, pourquoi la gravité est-elle si faible. Mais cela ne m'explique pas. Que faites-vous? Cela nous explique-t-il comment vous savez, si nous allons jusqu'au pôle de la Terre, nous obtenons une gravité non uniforme? Non, c'est vrai. Nous ne voyons pas de gravité non uniforme. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est la raison. C'est donc une bonne raison pour que la Terre le soit. C'est votre modèle. Votre modèle dit que nous sommes sur une boule et que la gravité pointe vers le centre de la Terre. Où que vous alliez, je dis que nous sommes sur un plan plat, gravité. Il n'y a qu'une seule descente. Une seule descente. Il n'y a qu'une seule direction, celle-ci. Il n'y a qu'une seule prévision. Prévoir comme une sorte de direction fondamentale qui est la baisse. Oui. The chord. Et c'est régi par la densité et la flottabilité. Oui, c'est vrai. D'accord. C'est tout. Et vous savez, quand si vous alliez vers le modèle einsteinien, oui, Einstein, le modèle einsteinien est une courbure de l'espace et du temps. Oui, c'est vrai. Donc, vous savez, vous avez un objet massif et il courbe l'espace de telle sorte que si vous essayez de le dépasser, l'espace lui-même se courbe vers la Terre. Disons, et vous savez, si vous essayez de le dépasser en ligne droite, vous vous courberez vers la Terre. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, ce n'est pas vraiment une force. Il s'agit littéralement d'une courbure de l'espace. Oui, c'est très intéressant, mais qu'est-ce qui provoque le mouvement? Excusez-moi, le mouvement. Le mouvement. Non, Einstein décrit une courbure de l'espace qui dit que si vous essayez de passer en ligne droite devant la Terre, vous allez vous y heurter. Oui, c'est vrai. Vous êtes toujours en ligne droite. C'est juste que l'espace lui-même est en fait courbé. D'accord, c'est son modèle. Vous allez être dévié. Il faut que tu t'en ailles. Il y aura un écart par rapport à la gravité. Oui, c'est vrai. Non, c'est ce que je dis. Ils utilisent l'exemple d'une, vous savez, d'une boule de bowling au milieu d'un trampoline. Et si vous faites rouler une bille à côté, vous savez, en ligne droite, les billes commencent à s'incurver et finissent par se coller au ballon de basket. C'est vrai. Très bien. Mais il ne vous dit pas ce qui fournit le mouvement? D'accord. Parce que si vous mettez une bille à côté de vous, ne la poussez pas. Vous placez la bille à côté de la, ou près de la boule de bowling. Oui, c'est vrai. Dans ce modèle, il s'agit en fait de la gravité. Vous savez, le fait que nous soyons sur Terre et qu'il y ait une direction descendante qui donne le mouvement. Oui, eh bien, je dis qu'Einstein dit que ce ne sont que des lignes d'espace. Il ne vous dit pas ce qui est à l'origine du mouvement. Si je fais tomber quelque chose, C'est vrai. les lignes de l'espace indiquent que près de la Terre, tout est orienté vers le bas. Oui, c'est vrai. Donc, si vous essayez et faites. Mais il ne vous dit pas pourquoi il se déplace, il va se déplacer. Comprenez-vous? Oui, c'est vrai. Il vous explique comment l'espace est courbé, mais il vous dit qu'il n'y a pas d'explication à l'attraction réelle ou au mouvement lorsque je lâche prise. C'est vrai. Eh bien, vous savez, si je le lançais, il s'ouvrait une ligne d'espace dans cette direction. Et ainsi. Donc, d'accord. Il s'agit donc d'une question assez complexe, mais je pense en connaître la réponse. La raison en est que vous considérez un espace tridimensionnel, n'est-ce pas? Eh bien, l'espace tridimensionnel, ce qui est, bien sûr, vous avez besoin de comme, bien sûr. Mais il y a aussi le temps, n'est-ce pas? Et si vous calculez la distance réelle en incluant ces 3 dimensions, plus le temps, vous constaterez qu'elle ne bouge pas. Mais ce n'est pas tout. Accroche-toi à ton siège, bébé. Parce que celui-ci est un Désolé. Parce que, non, c'est un peu,
c'est mathématique. Je ne sais pas si c'est le cas. Oui, c'est vrai. C'est ainsi le... D'accord, donc vous vous référez à cela comme étant le fait qu'il existe une courbure de l'espace, etc. Et puis le pied, la lumière, lorsqu'elle est montrée, est déviée. C'est vrai, oui. Donc oui, je veux dire, c'est parce que nous pensons que le temps et l'espace sont deux entités complètement différentes. Et en fait, si vous calculez les déplacements en fonction du temps et de l'espace, alors, oui, c'est vrai. Cela constitue. La quantité ne reste pas constante. C'est donc un peu mathématique. Je dirais bien que c'est une astuce, mais c'est juste. Oui, c'est vraiment comme ça. Comme je l'ai dit, si vous avez une boule de bowling au milieu d'un trampoline qui dévie le trampoline vers la boule de bowling, oui, c'est vrai. Disons que c'est dans l'espace. Imaginons qu'il y ait de l'espace. Oui, c'est vrai. Et ce trampoline est dans l'espace, loin de la Terre. D'accord. Il n'y a donc plus de terre en tirant cette bille vers le bas. Oui, c'est vrai. Si vous mettez la bille à côté de la juste à côté de la boule de bowling, elle ne bougera pas parce qu'il n'y a pas de tendance à aller vers le bas pour faire bouger cette bille vers la Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. La théorie de l'espace d'Einstein. Est-ce que c'est vraiment ce que l'on essaye de dire? Parce que, je veux dire, nous voyons des choses tomber sur la Terre tout le temps. C'est vrai. Quel est le problème? Et la gravité est là. La gravité n'est qu'une théorie qui explique pourquoi les gens peuvent se tenir au fond d'une balle sans tomber. Oui, c'est tout ce que c'est. J'essaye de vous dire que ces théories ne fonctionnent pas. Oui, c'est vrai. La courbure de l'espace-temps permet aux objets M de se déplacer en s'approchant de quelque chose qui déforme l'espace-temps. Un objet en mouvement se dirige vers lui. Oui, c'est juste, mais si l'objet ne se déplace pas, rien dans le modèle d'Einstein ne permet de rendre compte de la force motrice réelle, de ce qui fait bouger l'objet. Oui, c'est vrai. Dans la théorie d'Einstein, l'objet ne bouge donc pas. C'est ce que j'essaye de dire. Je peux prendre votre stylo et le lâcher, et ça bouge. Oui, c'est vrai, parce qu'il s'exprime à un moment donné. Désolé. C'est le cas. Eh bien, parce que c'est le cas. Parce que la façon dont vous calculez la distance est différente de la façon dont Einstein a calculé la distance. Oh, je suis donc la seule. Quand je le laisse tomber, c'est juste une illusion, car j'ai mal calculé. C'est ce que nous disons. Non, je dis la façon dont vous avez calculé la distance, qui est, vous savez, probablement X, Y et Z. Ce n'est tout simplement pas la façon dont Einstein a calculé la distance. Il a calculé avec le temps. Si vous le faites, vous constaterez que celui-ci ne bouge pas. D'accord, je suis désolé. J'ai bien peur que ce ne soit que des conneries, car cela n'a aucun sens pour moi. Je ne sais pas si j'ai été assez clair sur ce dont je parle. Les lignes de l'espace. Oui, c'est vrai. La théorie d'Einstein est très compliquée, et je ne suis probablement pas la meilleure personne pour l'expliquer, mais je suis presque sûr que c'est ainsi que cela a été fait. Si l'on veut parler de gravité et de potentiel d'attraction, il faut prendre en compte la composante temporelle. Est-ce nécessaire? Y a-t-il autre chose, une question que vous aimeriez vous poser mutuellement? Alors, qu'avons-nous d'autre? D'accord, nous avons cette direction vers le bas. D'où vient-elle? Comme je l'ai dit, la flottabilité est la densité. Oui, c'est vrai. Normalement, si vous obtenez une enclume. Oui, c'est vrai. Une de ces grandes enclumes métalliques en forme de fourmi. Oui, c'est vrai. Et vous, si vous l'abandonnez, il va le faire. Il va toucher le sol assez rapidement. Oui, c'est vrai. Si vous prenez une enclume en métal et que vous la plongez dans un bain de mercure, devinez quoi? Il flotte, il ne descend pas. Oui, en quelque sorte.
Ce n'est pas une théorie, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre, le mercure, Non. Vous avez des exemples de ce que nous voyons et pouvons observer, mais ce n'est pas une réalité. Théorie de la raison d'être des sciences. n'est-ce pas là un sujet d'actualité? Non, nous observons les choses, puis nous essayons de les expliquer par une sorte de concept mathématique. Pourquoi les choses se dégradent-elles? Ce n'est pas un concept mathématique, mais un concept tout court. Ce que je veux dire. Ce que je dis, c'est que je vois des effets. Je vous donne une explication. C'est vrai. Densité et flottabilité. Tout ce qui est plus dense que l'air descend. Tout ce qui est moins dense dans l'air augmente. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'une force mystérieuse ou d'une courbure de l'espace-temps pour l'expliquer. La seule chose dont vous avez besoin, une courbure de l'espace-temps ou une force mystérieuse, c'est d'expliquer comment les gens peuvent se tenir debout sur le fond d'une balle. D'accord. Oui, c'est vrai. Je veux dire, oui, mais... D'accord, très bien. Sujet suivant. Non, je veux dire que si les gens sont satisfaits de cette explication, alors je pense que c'est bien. Cela n'explique pas tout. C'est pourquoi les objets flottent, vrai? La flottabilité, la densité expliquent pourquoi ils descendent. Selon quoi? Comme quoi? Je ne comprends pas. Quelle est la force réelle qui nous fait descendre? Cela fait baisser mon stylo? Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Il n'a pas besoin de force. C'est la densité, c'est juste, vous pouvez voir la même chose si vous obtenez juste un ballon avec de l'air. Oui, c'est vrai. Mettez-le sur l'eau, il restera sur l'eau. Oui, c'est vrai, mais il existe une équation qui permet de calculer la flottabilité d'un objet. C'est vrai? Un bateau flotte sur l'eau, le ballon monte en raison de la densité. Non, il existe un véritable concept mathématique qui permet de dire « Oh, c'est la pression de la Terre et désolé pour la pression de l'eau. » Sous la pression du milieu? Oui, c'est vrai. Autour du E? Oui, c'est vrai. Ce qui est différent, vous savez, dans le cas d'un ballon, du haut vers le bas et etc. C'est ce qui fait qu'il augmente. Mais il n'y a pas de théorie qui dise quel est ce truc qui le fait descendre, ce qui est le résultat de la gravité. Eh bien, si vous acceptez qu'un objet moins dense, quelque chose de moins dense que l'air monte, vous devez également accepter que quelque chose de plus dense que l'air descende. C'est vrai. Permettez-moi d'essayer de poursuivre. C'est donc plus. L'air est plus dense en haut, et donc il est moins dense en bas, et donc cela nous fait descendre. On peut alors calculer une sorte de flottabilité négative. C'est plus simple que vos calculs. Oui, c'est très simple. Vous savez, si vous remplissez un ballon avec de l'eau, oui, c'est vrai. Si vous le mettez dans l'eau, il aura une flottabilité neutre. Il flottera en quelque sorte. Vous savez, si vous le remplissez avec un liquide, comme un moteur. Huile légère. Oui, c'est vrai. Il flottera. Si vous le remplissez d'huile lourde, il coulera. Il n'a pas besoin de calcul. Je suis d'accord. Aucun problème. C'est vrai. Par exemple, les choses flottent sur l'eau, brûlent et montent. Il n'y a pas de problème. Le problème est de savoir comment les choses restent au sol. Je n'ai pas compris. Je suis désolé. Parce que ce stylo est plus dense que l'air qui l'entoure. Oui, c'est vrai. D'accord, maintenant l'air. Pute. L'air ne peut pas le supporter. Oui, c'est vrai. L'air ne peut plus le supporter car il est plus lourd que l'air, il est plus dense que l'air. Oui, c'est vrai. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà dit. Il a expliqué que la lourdeur n'entre pas en ligne de compte parce qu'une livre d'hélium et une livre de fer, vous savez, iront dans deux directions différentes. D'accord, encore un sujet. Peut-être un de plus. Encore une question. Voulez-vous poser une question à Pierre ou quelque chose d'autre? En fait, non, pas vraiment. Parce que la différence, c'est que j'ai grandi dans le même modèle que celui dans lequel Pierre vit actuellement. Oui, je comprends. Vous savez, j'ai passé des années à apprendre Einstein. Oui, c'est vrai. Je croyais que c'était vrai. Oui, c'est vrai. Je connais donc le modèle dans lequel vous vivez. Oui, c'est vrai. Donc, à moins que vous... Je veux dire, d'accord, ça ne te donne pas raison. Cela ne donne aucun crédit à ce que vous dites. C'est vrai. Que vous sachiez ce que je sais ou que vous ne le sachiez pas, c'est juste un peu comme ça. Convenons que ce n'est qu'une réplique de la couleur du taux et que cela ne change pas grand-chose. Ainsi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas le cas. Je n'essaie pas de vous dénigrer.
Je dis simplement que je comprends votre modèle. Jusqu'à présent, personne n'est venu me voir avec quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Oui. Parce que nous avons tous grandi avec le même modèle. Nous avons tous grandi avec cela. Tout ce que je dis, c'est qu'en y regardant de plus près, ce modèle n'a aucun sens. On peut faire des calculs et des calculs mathématiques, mais fondamentalement, cela n'a pas de sens. Nos sens nous indiquent ce qu'est cette Terre. Oui, c'est vrai. Nos yeux nous indiquent qu'il s'agit d'une surface plane. Nos sens nous disent que nous ne bougeons pas. Oui, c'est vrai. Et avant que quelqu'un ne dise, vous savez, vous devriez seulement ressentir l'accélération. Lorsque vous vous déplacez en cercle, il s'agit d'une accélération. Vous êtes toujours en train d'accélérer dans différentes directions. Vous le sentiriez donc. Oui, c'est vrai. Nous ne le sentons pas. Nous sommes en train d'être accélérés dans plusieurs directions à la fois. Oui, sauf si cette accélération est très faible et qu'on ne peut pas la mesurer, n'est-ce pas? Je ne sais pas. 1000 km à l'heure? Rotation. La Terre à 67 000 miles par heure autour du Soleil. 400 000 miles à l'heure, entraînée par la Terre. Chiffres importants, mais avec un grand rayon. Ce n'est pas, vous savez, 400 000 miles à l'heure. Non, non, je veux dire ceci plus grand que le rayon du dessous est, vous savez, 10 à 25 atomes dans ce produit. Vous savez, ce sont des chiffres importants. Mais cela ne change rien. Cela ne change pas la validité ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Si un nombre est petit, comme si quelque chose est petit ou grand, vous savez, c'est en quelque sorte sans rapport avec le genre. Si je suis assis dans une voiture et qu'elle roule à 5 miles à l'heure, je le sens. Je ressens cette accélération. 5 miles à l'heure? Non, 2 miles à l'heure. Vous parlez donc de vitesse, n'est-ce pas? Parler d'accélération. Excusez-moi. Vous parlez de vitesse, mais c'est différent de l'accélération, n'est-ce pas? Ce que vous constaterez, c'est que vous passez de 0 à 5 miles par heure, n'est-ce pas? C'est l'accélération. Se déplacer en cercle est une accélération. Oui, c'est vrai. Se déplacer à une vitesse constante en ligne droite n'est pas une accélération. Mais se déplacer à une vitesse constante dans un cercle est une accélération. Oui, accélération. Je vous dis que nous avançons, soi-disant, dans ce modèle, dans plusieurs directions différentes à la fois. Nous accélérons dans toutes ces directions et nous ne le sentons pas. Un lac peut être parfaitement immobile. Vous pouvez laisser tomber une plume et elle ira probablement tout droit vers le bas, alors que nous sommes projetés dans plusieurs directions différentes à la fois. Donc non, vous savez, ce modèle M ne correspond pas à nos sens. D'accord, rien de tel auparavant, des sortes de décombres. Oui, en fait, désolé. Ce que j'essaye de dire ici, c'est qu'il y a une accélération. Vous savez, tout cela, que ce soit, vous savez, c'est une sorte de lien vers le fait réel que la Terre tourne ou non, n'est-ce pas? Ceci, le fait que nous ne ressentons pas l'accélération. Une explication possible, et dans ce cas, est que l'accélération est trop faible à l'endroit où nous essayons de la mesurer, n'est-ce pas? Nous pouvons le faire, n'est-ce pas? Par exemple, si je suis dans une voiture et que j'ai quelque chose comme un accéléromètre dans mon téléphone et que j'accélère très très doucement, je ne sentirai pas l'accélération, n'est-ce pas? C'est donc une possibilité que ce soit réel, n'est-ce pas? Nous devons donc convenir que certaines des expériences sensorielles dont nous discutons ici présentent des biais et des erreurs très très importants, scientifiques, dont il faut tenir compte. Mais ce n'est pas le cas. Il faut en tenir compte si l'on veut calculer l'accélération réelle, que nous devrions ressentir parce que nous le faisons. Et vous savez, il y a la force de Coriolis, etc. C'est ce qui a été observé, vous savez, dans les domaines du climat et de la météorologie. Mais ces expériences sont intéressantes parce que
Nous, vous savez, la personne qui mesure ou qui mesurait ce genre de choses, c'est nous. Il doit s'occuper de l'incertitude. Donc, quoi que vous mesuriez, quoi que ce soit qui ait été, vous savez, il ne s'agit pas du rayon de quelque chose. Rayon de quelque chose que tout le monde connaît. Vous savez, bien que toutes ces équations, les gens savent exactement ce qu'est le... Vous savez, vous pouvez savoir exactement ce qu'est le rayon et la courbure, etc. Mais ce que vous essayez, ce que vous utilisez pour mesurer cela peut être un peu erroné. Et je suis désolé. Et d'avoir et faire des erreurs dans ces mesures, c'est en quelque sorte une réponse différente de celle qui consiste à répondre à la question de savoir si la Terre est ronde ou non. C'est vrai, c'est donc. Essayez-vous de monsieur, si vous essayez de mesurer l'accélération réelle, vous devez disposer d'un appareil très précis. Si vous voulez prouver que la Terre est fausse, qu'elle est fausse, alors peut-être que vous devez avoir un appareil moins précis. C'est vrai. Et le fait que vous ne puissiez pas voir plus loin, le fait que vous, peut-être si vous voyez. Nous en avons déjà discuté, mais il s'agit de questions scientifiques différentes, n'est-ce pas? Essayez de mesurer le rayon de la Terre et essayez de déterminer si la Terre est ronde ou platée. C'est dans un sens une question très différente. Donc oui, nous devons être prudents à ce sujet. Vous avez également mentionné la force de Coriolis, ce qui est intéressant car ce n'est pas du tout une force. C'est un effet. C'est comme si vous aviez deux enfants sur un rond-point qui tourne en rond et que l'un d'eux faisait rouler une balle jusqu'au rond-point. L'autre, et cette balle apparaît à l'autre enfant, Faire une déviation d'un côté, oui, c'est vrai. Mais il n'y paraît que parce que, si vous regardez au-dessus du rond-point, la balle va en ligne droite. Aucune force ne lui est appliquée. Il s'agit simplement de l'apparence de la balle. L'apparence de cette balle, pour les personnes du système de filature, il n'y a pas de force. Donc l'idée que cet effet de Coriolis, oui c'est vrai, peut changer la direction des ouragans, c'est un mensonge parce qu'il n'y a pas de force impliquée. Ce n'est qu'un effet. Et ils ont juste créé cette idée de force, vous savez, en l'appelant une force pour qu'elle puisse sembler affecter le cours des ouragans. Oui, c'est ça. Nous n'observons pas d'effet de Coriolis. Vous savez, on dit que les tireurs d'élite doivent tenir compte de la courbure de la Terre. À cause, vous savez, non pas de la courbure de la Terre, mais du mouvement de la Terre. Oui, c'est vrai. Il dévierait la balle dans un sens ou dans l'autre, mais non, nous ne le voyons pas. La seule raison pour laquelle les balles suivent parfois une légère courbe s'appelle l'effet Magnus. C'est-à-dire que les balles sont tirées à partir d'un canon rayé, ce qui les fait tourner. Oui, c'est vrai. Et lorsqu'un objet en rotation se déplace dans l'air, il est dévié, tout comme David Beckham peut frapper un ballon et lui donner de l'effet pour qu'il s'enroule autour d'un cercle, vous savez, une belle courbe bien nette. Mais ces effets pourraient se produire. Une fois de plus, le fait que cet effet existe ne change pas vraiment la conclusion selon laquelle la Terre est fausse ou non. Oui. Cet élément particulier permet de savoir si la Terre bouge ou si elle ne bouge pas. Désolé, qu'il y ait eu déménagement ou non. Oui, c'est vrai, ce genre de choses peut arriver. C'est vrai? Eh bien, vous obtenez l'ampleur si l'accélération était suffisamment faible pour qu'on ne puisse pas la voir à la distance de... La courbe de l'effet Magnus, la direction dans laquelle vous tirez n'a pas d'importance. Vous n'obtiendrez cet effet de Coriolis que si vous tirez vers le nord ou vers le sud. Vous savez, c'est seulement le nord ou le sud quand vous obtenez la déviation. Oui, vous pouvez obtenir les deux. Mais je dis que des effets de folie se produiront à... Peu importe la direction dans laquelle vous tirez. Oui, c'est vrai. Cela fonctionne de la même manière. Peu importe la direction dans laquelle vous tirez. Il n'y a donc pas d'augmentation lorsque l'on tire vers le nord ou vers le sud. C'est vrai.
Les avions n'ont pas besoin de voler vers le nord pour aller vers l'ouest. Oui, c'est vrai. Pour en tenir compte, la Terre bouge, donc maintenant c'est... désolé, je sais. Je pense que nous sommes tous un peu gelés. Mais quoi qu'il en soit, merci, honnêtement, merci beaucoup pour vous deux qui faites cela. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai commencé le podcast, que nous apprécions vraiment que vous ayez tous les deux proposé des approches différentes de ce qui se passe. Et je pense que ce sera un excellent moyen de comprendre les gens. Donc les gens peuvent vraiment, même si c'est juste, même si l'auditeur à la maison qui écoute ceci ou regarde n'importe quoi, même juste une chose que les deux côtés ont dit, ils peuvent juste aller et faire un peu de recherche chez Usmemes, et puis s'ils peuvent, à partir de là, ils peuvent trouver leur propre vérité. Je tiens donc à vous remercier tous les deux d'avoir fait cela. Je l'apprécie vraiment. Je vous remercie de votre attention. C'était très intéressant de parler avec vous.